Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 17 octobre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. La place de la faune sauvage dans notre société, voici le thème d'un forum organisé récemment par la Fondation Prince Albert II. La deuxième conférence de sensibilisation au don d'organes vient de se dérouler au Yacht Club de Monaco. La journée mondiale de la lutte contre la douleur, le CHPG a participé ce lundi à cette journée. Nous donnerons un coup de projecteur sur le raid d'Artagnan, un défi qui consiste à rallier la Somme à Paris à cheval en moins de 12 heures, un record qui vient d'être battu par un cavalier monégasque. Musique, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a accueilli récemment le célèbre violoniste américain Joshua Bell. Et en fin de journal, votre focus info du mardi. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le premier salon Monaco Vintage qui vient d'avoir lieu sous le chapiteau de Fontvieille. La place de la faune sauvage était au cœur du forum organisé récemment par la Fondation Prince Albert II. Des experts, des scientifiques et des activistes se sont réunis pendant 2 jours pour partager leur propre expérience. Le reportage de Patricia Navarro, Orazio Gaggino et Clélia Renaud. Des acteurs de terrain venus de grands parcs naturels ou issus des filières professionnelles de l'agriculture et du tourisme, des scientifiques, des représentants d'organisations nationales, le premier forum sur la faune sauvage sous l'égide de la Fondation Prince Albert II de Monaco aura réuni un panel d'intervenants directement concernés par la préservation de la faune sauvage et directement impliqués dans sa sauvegarde. Les 2 journées de discussion ont mis en lumière des pratiques vertueuses et permis l'émergence de solutions. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté collective des compétences pour rentrer en énergie afin d'offrir une résilience à cette nature pour 2 raisons. D'abord parce que nous en dépendons, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, par éthique. On est les dominants de la planète et on a un devoir éthique, moral, de respecter le vivant qui nous entoure. L'idée était de faire de ce forum un colloque participatif pour déboucher sur des préconisations concrètes. Le prince Albert II était d'ailleurs présent pour écouter les conclusions qui auront permis de déterminer des pistes de travail autour de 4 grands piliers: la connaissance, l'implication, la valorisation économique et les moyens techniques et juridiques à donner aux acteurs de terrain. Nous, on voudrait trouver une place pour trouver une articulation entre le monde agro-pastoral et le monde sauvage et trouver des ponts où tout le monde puisse y avoir des notions de gagnant-gagnant d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique. Une des idées qui a émergé de ce colloque, c'est que partout en Europe, on est en priorité, outre la loi, la santé, la législation, la biodiversité, au sein des prérequis de fonctionnement d'une société. L'une des recommandations de ce forum porte notamment sur la création de sentinelles de l'environnement pour inciter et faciliter l'intervention citoyenne, sur le même modèle par exemple que les pompiers volontaires ou les réservistes. Des salariés libérés par leur employeur pourraient ponctuellement participer à des actions environnementales. La deuxième conférence de sensibilisation au don d'organes vient de se dérouler au Yacht Club de Monaco. Elle a été organisée par l'association Monaco Liver Disorder et les femmes chefs d'entreprise de Monaco. Reportage de Vanessa Dessy. Sauver des vies grâce au don d'organes, de tissus et de cellules, la deuxième conférence de sensibilisation au don d'organes fait appel à la générosité du grand public. Promouvoir et soutenir devient aujourd'hui essentiel. Le fait d'en parler, de sensibiliser les gens, donc en fait ça crée une forme de prise de conscience, comme quoi donc il faut s'exprimer, il faut être très clair, pendant qu'on est là, dire est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on ne le veut pas. Et en fait aujourd'hui il y a des registres qui permettent de s'inscrire, donc aussi si on veut refuser, et ça c'est important. De tout âge, de toute religion, il n'y a pas de frontières pour ça. Tout le monde est concerné. Et cette année, on met à l'honneur l'association Grégory Le Marchal pour ses 10 ans. En France, le don d'organes et de tissus est régi par les lois de bioéthique. Les 3 grands principes sont le consentement présumé, la gratuité du don et l'anonymat entre le donneur et le receveur. La loi française est régie par le principe du consentement présumé. Le consentement présumé, c'est si la personne ne s'est pas positionnée de son vivant, en faveur ou non du don, le prélèvement est théoriquement possible. Ceci dit, au niveau des hôpitaux, lorsque l'un de vos proches est dans un état de mort encéphalique et que le don d'organes se présente, évidemment les équipes médicales vont vers les familles
et demande à ces familles le témoignage éventuel de leurs proches de son vivant. L'agence cherche à augmenter le nombre de donneurs en communiquant auprès du grand public tout au long de l'année et notamment chaque 22 juin avec la journée de réflexion sur le don d'organes. On reste dans le domaine médical avec la journée mondiale de lutte contre la douleur. Le CHPG a participé à cette journée avec des stands au sein de l'hôpital pour sensibiliser et montrer ce qui est fait quotidiennement en matière de prise en charge de la douleur. Reportage. La journée mondiale de la lutte contre la douleur est célébrée tous les ans le 3e lundi du mois d'octobre. Eh bien, le centre hospitalier Princesse Grace s'est associé logiquement à cette journée. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé s'est rendu à l'hôpital ce lundi pour découvrir les différents stands mis en place pour l'occasion. En fait, on a voulu mettre en évidence toutes les techniques utilisées au CHPG pour lutter contre la douleur, que ce soit pour tous les types de patients, les enfants, les personnes âgées, les douleurs chroniques, les douleurs aiguës. Et de l'autre côté là-bas de l'autre stand, on a les techniques non médicamenteuses, l'hypnose, le reiki, et on a aussi tout ce qui est innovation. On a vraiment une approche tout à fait très importante de la douleur, de lutte contre la douleur. D'ailleurs, les résultats sont là pour le dire. Vous pourrez voir, on a aussi des questionnaires de réponse. 99% de nos patients qui ont eu mal ont dit que la douleur avait été bien prise en charge au CHPG. Parmi les différents stands, il y en a un qui attire particulièrement l'attention, tant le sujet est sensible pour tout parent, la douleur chez l'enfant. Donc nous avons pour les tout petits de 0 à 3 mois ce qu'on appelle le sucre tétine. C'est en fait une solution à base de sucrose avec la succion donc par le biais de la tétine qui libère au niveau du cerveau de l'endorphine, donc qui va diminuer sensiblement la douleur chez le tout petit de 0 à 3 mois. Et là en fait ça c'est Buzy, c'est une petite abeille, donc elle a les ailes qu'on met au congélateur donc ça va faire du froid et on associe donc le froid et la vibration de la petite abeille. Donc je vais vous montrer sur l'infirmière comment ça se passe. Donc on le pose comme ceci et on le met en vibration. Il y a 2 programmes. Il y a le programme qui est long et le programme qui est en alternance. Ensuite, on va faire l'injection ou le prélèvement juste en dessous parce que ça va en fait comme flouter un petit peu les sensations et l'enfant aura beaucoup moins mal. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le traitement de la douleur et les soins palliatifs doivent faire partie intégrante du droit à jouir d'une bonne santé. Coup de projecteur à présent sur le raid d'Artagnan, un défi qui fait référence à l'histoire. Selon Alexandre Dumas, en 1625, d'Artagnan aurait rallié la Somme à Paris en 12 heures pour ramener les bijoux de la reine. Un passionné a décidé de battre ce record, toujours à cheval, il y a 30 ans. Un record qui vient d'être battu par un cavalier monégasque. Il s'appelle Brandon Gage. Émilie Rousseau et Lionel Bernardi l'ont suivi dans cette aventure. C'est à la fois un exploit physique et mental que vient de réaliser Brandon Gage. Le cavalier monégasque a battu un record, celui du raid d'Artagnan. La genèse de ce défi lancé par le journaliste Xavier Librecht et l'ancien champion d'Europe d'endurance Gaston Mercier est basé sur l'histoire de d'Artagnan et cet épisode des ferrets de la reine Anne d'Autriche. Selon Alexandre Dumas, d'Artagnan avait quitté la Somme pour rallier Paris en 12 heures en changeant 4 fois de monture. Xavier Librecht a lui réalisé la même performance en 11h54, c'était en 1987. 30 ans plus tard, Brandon Gage pulvérise ce record de 30 minutes. J'étais un peu au fond du trou juste avant les 30 derniers kilomètres. Là, l'excitation d'être en tête, d'avoir beaucoup d'avance. La jument, c'est ma première jument d'endurance. C'était beaucoup d'émotions. On a fait des pointes à 45 km/h, c'était top. Donc hyper content d'avoir fait ça avec mes chevaux, avec ma famille, avec mes amis, avec les gens de Monaco, avec mon équipe. Voilà, je suis vraiment content. Il y avait aussi notre sellier qui a participé à l'aventure. Donc c'est plus que battre un record, c'est battre un record avec beaucoup de gens qu'on aime, avec les chevaux qu'on aime, avec nos chevaux. Donc je suis très content. Pour assurer ce raid d'Artagnan, Brandon Gage était entouré du Team EFG, une équipe familiale qui a bûché de longs mois sur la préparation de cette aventure. Comment tu sens le cheval? Parfait. De l'itinéraire à la préparation des chevaux jusqu'au choix des fers. On leur a fait à tous nos chevaux qui participent à ce raid un entraînement, des simulations en ville, en bord de mer, sur route, exprès pour les habituer au bruit, aux voitures, aux camions, aux motos. Et de surcroît, pareil, il y a de grandes surfaces qui sont faites sur le goudron. Donc là, on a fait des ferrures spéciales
qui permettent que le cheval ne prenne pas toutes les vibrations dans les membres. Et donc c'est des ferrures avec des amortisseurs et tout, qui lui permettent de galoper, d'être à l'aise sur ces surfaces. 60% au galop, 30% au trot, le cavalier monégasque n'aura eu aucun complexe sur les routes de France. Un départ de la Somme pour une arrivée en plein trafic parisien sur des axes limités parfois à 110 km/h. L'endurance équestre est un sport impressionnant et physique. À titre de comparaison, la performance du monégasque représenterait l'accomplissement de 2 marathons. La grande expérience du Team EFG aura fait la différence. Le triomphe d'une équipe, la fierté d'un père, lui aussi cavalier, et la victoire d'un homme. Musique avec le nouveau concert grande saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'OPMC a accueilli récemment un violoniste d'exception, l'Américain Joshua Bell, qui a interprété le célèbre concerto pour violon et orchestre de Sibelius. Reportage de José Sacré. Quelques jours seulement après le joli succès remporté par la violoniste Anne-Sophie Mutter, c'est un autre grand artiste du violon qui s'est produit sur la scène de l'auditorium Régnier 3, Joshua Bell. Joshua Bell, violoniste, musicien de chambre, chef d'orchestre, directeur musical de l'Académie St. Martin in the Fields, mène une carrière internationale depuis plus de 30 ans. Artiste exceptionnel, humaniste, Joshua Bell, convaincu de la valeur de la musique à la fois comme outil diplomatique et éducatif, participe dans son pays, les États-Unis et à l'étranger, à de nombreuses missions culturelles et éducatives. Mais Joshua Bell est aussi connu pour sa performance incognito dans une station de métro de Washington en 2007 pour un article du Washington Post qui examinait la question de l'art et de son contexte. L'article, qui a couvert l'événement, a valu à l'écrivain Gene Weingarten un prix Pulitzer. Vendredi 13 octobre, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Andrei Boreiko, Joshua Bell a interprété le concerto pour violon et orchestre en ré mineur opus 41 du compositeur finlandais Jean Sibelius, un concerto unanimement considéré comme l'une des plus belles incarnations tardives du concerto romantique. Grâce à un jeu subtil, tantôt sobre et rigoureux mais souple, tantôt d'une étonnante virtuosité toujours maîtrisée et jamais gratuite, Joshua Bell nous a véritablement fait redécouvrir ce sublime concerto de Sibelius. Le public lui a fait un triomphe et parmi le public un groupe d'étudiants danseurs de l'Académie Princesse Grace qu'accompagnait Lucas Massala. Pour le plaisir, mais pas seulement. Pas seulement, aussi parce que ça fait partie de notre projet d'éducation à l'Académie Princesse Grace. On fait venir plus ou moins une fois par mois les élèves, la moitié de l'école, un mois, et la moitié de l'école le mois d'après, pour regarder des concerts et après avec leurs professeurs de musique, les étudier, comprendre. Cette année, on a un projet sur l'orchestre, quels sont les instruments de l'orchestre, et aussi par rapport au chef d'orchestre, par rapport aux musiciens, comme aujourd'hui avec ce monsieur Joshua Bell, que c'est un grand violoniste. Voilà, faire connaître un petit peu aux élèves aussi autre art que la danse. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. À noter dans votre planning pour demain, à 12h30, au pied du musée océanographique, une plongée aura lieu sur la fameuse épave du Toulonnais. Durant ce temps, un Facebook Live sous-marin sera organisé. À 32 mètres de profondeur, le plongeur pourra décrire et commenter en temps réel ce qu'il voit et découvre. Les internautes pourront ainsi poser leurs questions via les commentaires, des questions qui seront ensuite retransmises via un modérateur qui sera à bord d'un bateau sur place. L'objectif de cette opération, faire découvrir la beauté, la richesse, mais aussi la fragilité des fonds marins, tout en utilisant un moyen pédagogique et ludique.
Il est temps de passer à notre Focus Info du mardi. Aujourd'hui, il est question du premier salon Monaco Vintage qui s'est déroulé ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille et nous y étions dès l'ouverture. Reportage. Le vintage, un mot et une philosophie particulièrement à la mode ces dernières années. Eh bien, cette philosophie a fait salon pour la première fois en Principauté. Ce sont en tout 31 exposants répartis sous le chapiteau de Fontvieille. Une soixantaine de stands au total proposaient des produits des années 50, 60 et 70. Que ce soit des meubles art déco, des affiches originales de films, des lunettes 70s ou encore au hasard la bonne vieille platine vinyle que l'on regrette d'avoir jetée il y a une trentaine d'années. Le vintage, en gros, c'est tout ce qui a plus de 20 ans. Maintenant, les antiquaires, ça va être vraiment avant 1900. Et le vintage, ça va être plus la période 50-70, vous voyez. Les pièces signées des designers, voilà, ça c'est vraiment la période vintage. C'est la mode, oui, parce que bon, y a un côté nostalgique, revivre les vieilles années. Il y a un côté aussi du matériau. Qui résiste plus, qui est vraiment atypique, qui a une vraie histoire en fait. Parmi la soixantaine de stands, quelques exemples au hasard, petite visite guidée. En fait, je propose des lampes uniques designées par moi-même. En fait, ce sont des anciens radiateurs que j'ai chinés dans les vides-greniers, les brocantes et les greniers des grands-mères. Donc c'est des radiateurs qui ont tous une histoire dans les années 30 à 60-70 pour les plus récents. Donc je les démonte, je les peins, je les repeins, je les ponce, les peins et les repeins encore une fois et adapte un système lumineux pour en faire une lampe unique de créateur. Et vous comprenez cette folie du vintage en ce moment ? La folie, en fait on a toujours aimé tous les souvenirs de nos grands-parents, parents, etc. Le formica revient à la mode et on a tous des souvenirs liés à ça. Donc je me dis que en fait on transmet de génération en génération ces souvenirs de famille. Qu'est-ce qui vous a donné envie de récupérer des vieux trucs, des vieilles parties de voitures, etc. pour en faire de l'art ? On ne sait pas toujours d'où viennent les idées, mais en tout cas, tout ce qui est ancien, notamment les pièces automobiles ou les pièces industrielles, ce sont des pièces de qualité qui sont belles et de les illuminer finalement, ça joint un utile à un agréable et puis c'est aussi du recyclage de pièces qui sont destinées à être détruites. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est bien aussi de récupérer du matériel et de le faire revivre. Alors, de pièces mécaniques, on va directement, merci beaucoup, on va se retrouver dans un stand de vêtements. Qu'est-ce que vous proposez ici concrètement ? Un mélange de pièces vintage, donc des choses qui sont uniques et aussi des petites créations. J'ai lancé ma marque il y a 2 ans qui s'appelle Ninon Rétro pour compléter son vestiaire. Vous comprenez la mode du vintage, la folie du vintage ? Bah oui, je comprends parce qu'aujourd'hui avec les grandes enseignes, on n'a pas envie de s'habiller comme tout le monde et surtout les qualités de l'époque n'ont rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Autre originalité lors de ce Monaco Vintage, un salon de coiffure spécialisé dans les coupes anciennes. Il y a un grand essor par rapport à ça. Après, c'est surtout dans les journées américaines ou au vintage justement, où là les gens se prêtent au jeu justement, et ils achètent des vêtements, ils viennent, du coup... Avec la tenue, il faut un peu le maquillage et la coiffure, automatiquement, c'est tellement mieux. Il y a une formation, j'imagine, particulière pour faire du coiffeur en vintage ? Alors oui, parce que c'est pas une formation de coiffeur normale, c'est-à-dire moi je ne coupe pas les cheveux, je suis pas coloriste. J'ai appris donc avec un coiffeur qui travaille dans le cinéma et qui vraiment est spécialisé que dans les coiffures justement vintage de ces années-là, quoi. Alors moi je propose donc des coiffures rétro. Donc fondu américain, banane, tout ce qui s'apparente rockabilly, années 40, 50, 60. Et aussi un service de barbier, rasage à l'ancienne, avec des produits, des soins. Pendant ces 2 jours de salon, les visiteurs, en arpentant les allées, ressentaient en règle générale comme un petit goût de spleen, chacun retrouvant des articles, des produits qui ont marqué leur enfance ou leur adolescence. On a une espèce de nostalgie, on revoit des meubles de nos parents, peut-être nos arrière-grands-parents aussi, et ça nous rappelle plein de souvenirs de nos enfants, de notre enfance en tout cas. C'est assez drôle. On est venu visiter le salon, voir tout ce qu'il y avait d'intéressant à regarder, vêtements, tout ce qui est vintage. On aime bien tout ce qui est coloré et tout ça, c'est assez cool.
des années 70, des années 50 et tout. C'est assez sympa, niveau musique et tout. Donc on essaie de se replonger là-dedans, c'est cool. Environ 1500 visiteurs se sont déplacés et ont tenté de dénicher l'objet de leur jeunesse durant ce week-end et cette première édition. Après Montpellier en 2011 et Toulouse plus récemment, ce salon en principauté devrait lui aussi devenir un rendez-vous annuel. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Nous nous quittons avec la météo suivie de votre magazine ciné concocté par José Sacré. À très bientôt. Au revoir. La météo se partagera entre le gris et le bleu cette semaine. Mercredi, le soleil sera gêné par les nuages qui se feront de plus en plus nombreux les heures passant, ce qui entraînera jeudi la grisaille, mais aucune détérioration du temps n'est cependant à prévoir. Par ailleurs, les températures resteront supérieures au normal. Vendredi, elles atteindront même les 22 degrés l'après-midi, et ce, grâce au retour du soleil. Le week-end sera également au beau fixe, même si de légères averses s'inviteront dans la soirée de samedi et en début de matinée dimanche. Le temps sera toujours aussi agréable que les jours précédents.